Salut! Dans cette vidéo, je partage des lectures d'écrivains anarchistes et qui m'ont personnellement marqué. Dans ma revue, je fais aussi la part belle aux anarchas féministes, qui ont parfois tendance à être reléguées au second plan et que je considère comme mes héroïnes littéraires. Alors tout d'abord, j'explique ce qu'est l'anarchisme pour les gens qui ne connaissent pas. Il s'agit en fait d'un courant philosophique né au XIXe siècle et qui contestait toutes les instances de pouvoir, à savoir principalement l'Église et l'État. On retrouve plusieurs types d'anarchistes. Il y a les anarcho-communistes, les anarcho-capitalistes et les individualistes. Donc ma liste regroupe un peu de toutes ces catégories de penseurs. Alors pour commencer, je te présente les penseurs incontournables de ce type de mouvement. Tout d'abord, Nietzsche, qui a été l'un des premiers penseurs à critiquer ouvertement l'Église et le christianisme, avec ses deux œuvres Généalogie de la morale et Par-delà le bien et le mal. Il était contre l'esprit grégaire, donc pour moi c'est déjà un précurseur de la pensée individualiste. Et puis je ne pouvais pas faire l'impasse sur ce penseur qui a exercé une influence majeure sur la pensée occidentale. C'est un petit livre qui a été publié aux éditions des Mille et une Nuits, mais qui contient l'essentiel de la pensée anarchiste. En résumé, il pense que l'homme est fondamentalement bon et qu'on n'a pas besoin ni de la religion ni de l'État pour éprouver de l'empathie à l'égard de son semblable, et ainsi contribuer au bien commun. Il croyait que la solidarité était un sentiment inné et était contre le darwinisme social, basé sur la compétition et l'exploitation des hommes entre eux. Bakounine, c'est l'un des trois grands maîtres à penser de l'anarchisme, avec Kropotkin et Proudhon. Comme eux, il était contre l'État, l'Église et le capital. Et il était aussi contre la misanthropie de Rousseau et en faveur de la vie en société. Mais en fait, si je devais choisir entre Bakounine et Kropotkin, je dirais que c'est plutôt Kropotkin qui m'a marqué. Un grand classique. Quand j'étais au lycée en cours d'histoire, j'ai été marqué par la lecture d'un texte de Proudhon sur l'État. Cela fut une révélation pour moi. Oui, j'ai vraiment été bluffé. En fait, c'est lui qui a inventé le concept de mutualisme. Je crois qu'on pourrait plus rattacher ce penseur à la famille des libéraux qu'aux des communistes, car il était partisan du libre-échange. En fait, j'ai choisi mon pseudonyme de youtubeuse en hommage à cette anarcha féministe. Son prénom lui a été donné en hommage à Voltaire, le philosophe libre-penseur. Un de ses textes marquants a été « Le mariage est une mauvaise action », dans lequel elle s'est insurgée contre l'institution du mariage, qui selon elle n'était qu'une mascarade sociale, visant à cacher une forme d'esclavagisme sexuel, voire un viol. Ça rejoint tout à fait ce que Nietzsche disait au sujet du mariage. À savoir que le mariage est la forme la plus menteuse des relations sexuelles. C'est pourquoi il jouit de l'approbation des consciences pures. Dans son bouquin, elle critique les mouvements d'émancipation féministe de son époque. Par exemple, elle était contre les suffragettes et les femmes dans l'armée. À ce sujet, elle remarquait que les femmes qui s'engageaient volontairement dans l'armée le faisaient parce qu'elles avaient un sens du sacrifice personnel beaucoup plus fort que les hommes. Par ailleurs, elle fait un constat amer et pessimiste sur la situation des femmes au travail, à savoir qu'elles sont désormais opprimées par le système capitaliste. Et puis elle rappelle que le combat féministe n'est pas un combat pour l'égalité, mais plutôt un combat pour choisir la vie que l'on souhaite. Alors il y a une chose que je tiens à préciser, c'est que Pierre Kropotkin, Michel Bakounine, Emma Goldman et Voltaire Leclerc sont des anarchas communistes. Donc maintenant, je passe aux penseurs libertaires à tendance libérale. Tous les auteurs dont je vais te parler ont pour point commun d'être partisans de la privatisation totale des services publics, ainsi que du libre-échange. Ce penseur était partisan de l'autogestion et de l'intervention minimale de l'État dans les affaires citoyennes. Il défendait l'idée du darwinisme social, à savoir que ce sont les individus les plus aptes qui survivent dans la société. On pourrait croire qu'il était proche des conceptions du surhomme de Nietzsche,
Mais en fait, il n'en était rien. Je ne sais pas si en fin de compte cet auteur était si intéressant que ça. Disons qu'il ne m'a pas pleinement convaincu. David Friedman était un économiste. Dans son ouvrage se démontrent les biens-fondés d'une société dans laquelle tous les services publics seraient privatisés. L'auteur cherche à te prouver par A plus B que ce type de société peut fonctionner. Alors que beaucoup de gens croient que l'anarchisme est une utopie, lui en fait croit que c'est plutôt l'État qui est une utopie. Tout comme David Friedman, Anthony de Jazet était économiste. Si je devais résumer, il était contre le fait que l'État puisse réguler les inégalités sociales, et donc il était contre les aides sociales. Son idée est que l'État maintient les individus en situation de dépendance et ne les incite pas à acquérir le sens du bien commun. Il irait même jusqu'à affirmer que l'aboutissement logique de l'État serait le totalitarisme. Selon lui, c'est seulement une société entièrement privatisée qui peut permettre l'épanouissement individuel. Le fait d'étatiser la société aurait juste pour conséquence de créer davantage de guerres. Selon lui, il y a une justice naturelle dans la société, et il faut se fier aux lois naturelles, car celles de l'État sont contre nature. On considère Ayn Rand comme étant la fondatrice du courant objectiviste. Elle considère que l'égoïsme est une vertu, et que l'altruisme, sauf s'il vient d'une initiative volontaire, est un vice. En fait, elle est contre le sacrifice individuel au détriment des autres. J'ai aussi lu La Source vive et La Grève, qui sont ses deux plus grands romans. C'était une écrivaine brillante. Pour moi, Ayn Rand, c'est un peu la Cléopâtre des écrivains. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. Alors maintenant, je vais te parler de philosophes qui sont plus proches de la mouvance individualiste. Même si parmi tous les penseurs dont je viens de te parler précédemment, il y en a tout de même comme Ayn Rand que l'on peut considérer comme individualiste. Le premier auteur dont je vais te parler est Alain Laurent. Tout d'abord, il a écrit un Que sais-je, qui te résume l'ensemble de ce courant philosophique, son évolution, ainsi que tous les grands penseurs qui s'y rattachent. Ensuite, toujours du même auteur, de l'individualisme, un ouvrage dans lequel il démonte toutes les idées reçues sur l'individualisme, et dans lequel il en démontre le bien fondé. Il est contre le collectivisme. Il croit que l'on peut être égoïste et individuel, sans que cela soit incompatible avec la société. Max Stirner est l'un des premiers penseurs individualistes au début du XIXe siècle. Ce bouquin parle de l'aliénation de l'individu par l'État, la religion et les pouvoirs en place, et propose comme moyen de résistance de se réapproprier le soi. Il part du constat que l'ego, c'est la seule chose que nous possédons. En fait, il rejoint tout à fait Ayn Rand de par son éloge de l'égoïsme. Globalement, c'est un ouvrage qui ne manque pas de piquant. Il y a deux citations qui résument bien sa pensée. À savoir que tout gouvernement, sans exception, n'est qu'une association secrète de voleurs et d'assassins. Ou encore que toute législation est une absurdité, une usurpation et un crime. Selon lui, l'État n'est qu'une illusion. Autre fait important, il était contre le commerce des armes à feu. C'est un ouvrage qui compile plusieurs de ses écrits. Cette femme est un peu à part de ma liste, parce que c'était une exploratrice et qu'elle était bouddhiste. Bien que ses textes n'attaquent jamais l'Église et l'État, ils proposent tout de même une véritable réflexion sur la liberté individuelle. Par ailleurs, elle était contre la prostitution et croyait que les suffragettes ne réclamaient qu'une nouvelle forme d'asservissement. C'est une poète surréaliste et individualiste, se réclamant plus d'Oscar Wilde que de Simone de Beauvoir. À l'opposé des féministes, qui cherchaient à éradiquer les fameux mythes sur la femme, elle était en faveur de la mythologie. D'ailleurs, ce qu'elle critique peut encore être d'actualité. À savoir que les féministes se comportent comme des donneuses de leçons, des missionnaires cherchant à imposer leur idéal de société parfaite contre le gré des autres et au nom du bien commun. En fait, ça rejoint tout à fait ce que je disais au sujet des woke dans ma précédente vidéo.
Personnellement, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce penseur individualiste. Se réclamant de l'influence de Nietzsche, il était contre l'hypocrisie sociale, la morale bourgeoise et l'esprit grégaire. Par ailleurs, il était à la fois contre les socialistes marxistes et les capitalistes. Moi, je crois que ces réflexions peuvent encore être pertinentes de nos jours. Si je devais résumer la pensée de Camus, ce serait « Je me révolte, donc je suis ». Son ouvrage est une réflexion sur la véritable nature de la révolte. La révolte, c'est différent de la révolution. Ce sont deux termes que l'on doit distinguer l'un de l'autre. Parce que la révolution est plutôt associée aux idéologies, comme le fascisme et le communisme par exemple. Alors la seule chose qui me pose problème avec la pensée de Camus, c'est qu'il n'existerait que deux alternatives possibles. Tuer ou se faire tuer. Le suicide étant le thème principal de son ouvrage, le mythe de Sisyphe. Pour finir, je te parle d'écrivains qui ne se classent dans aucune des catégories précédentes, mais qui ont quand même contribué à la critique des pouvoirs en place. Même si ces ouvrages te parlent du colonialisme, du clergé, du système carcéral, du système capitaliste, ou encore des violences de genre, et te parlent d'une manière plus générale des rapports d'oppression, de l'aliénation et de la liberté. Ce livre a été préfacé par Jean-Paul Sartre. Par contre, il contient des propos qui sont assez controversels, dans la mesure où il est question d'incitation à la violence, voire même au meurtre. Je ne suis pas d'accord avec les solutions proposées. Par ailleurs, je crois que le problème de Frantz Fanon, c'est qu'il était trop attaché à l'utopie d'un monde meilleur. C'était un homme fanatisé par ses idées. Après, son analyse sur les rapports dominants-dominés qui existent entre les colonisateurs et les colonisés est pertinente. Il comparait la violence colonisatrice à la violence capitaliste. Et même la théoricienne du genre Judith Butler établissait des parallèles entre les rapports colonisateurs-colonisés et les rapports de genre. Les gens qui sont allergiques aux chiffres, aux mathématiques et à l'économie vont trouver l'ouvrage rebutant à certains moments. Par ailleurs, certaines de ces prédictions se sont révélées être fausses, que par exemple le fait que les riches soient devenus plus riches et que les pauvres soient devenus plus pauvres. Mais quand il parlait des conditions de travail des ouvriers et le travail des enfants, eh bien c'est une réalité qui existe encore de nos jours. C'est un ouvrage assez complexe à lire. Les deux influences majeures de Herbert Marcuse sont Freud et Marx. Il critique l'uniformisation de l'individu par la société de consommation, son aliénation par la rationalité du système industriel et l'excès de confort de la société moderne. En fait, cela rejoint tout à fait ce qu'évoque Steven Soderbergh dans son film Bubble, un film que j'ai chroniqué il y a 2 mois. Herbert Marcuse ne se revendiquait pas comme un penseur communiste, mais il a beaucoup critiqué la société capitaliste. C'est le premier tome de Capitalisme et schizophrénie, et c'est vraiment l'un des livres phares de la révolution de mai 68. C'est une critique de la psychanalyse de Lacan et de la répression du désir. Les notions qu'il développe dans son livre sont assez complexes. Moi-même, je n'ai pas fini de le relire. Il a été une référence pour beaucoup d'intellectuels queer, tels que Guy Ockenghem et Monique Wittig par exemple. En fait, le problème, c'est que Freud considérait l'homosexualité comme une névrose qu'il fallait soigner. C'est pour cette raison qu'il y avait beaucoup d'homosexuels qui l'ont critiqué à l'époque. Un grand classique. Michel Foucault se disait plutôt d'extrême gauche que anarchiste. Cet ouvrage est en fait un historique de la prison et une analyse du fonctionnement de ce système. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur met en parallèle le dispositif de la prison et les méthodes carcérales avec des structures modernes telles que les écoles, les pensionnats et les hôpitaux. Maintenant, à notre époque, on pourrait même presque étendre sa réflexion à la télé-réalité et aux réseaux sociaux. Je trouve que cet ouvrage est un très bon complément à l'ouvrage de Michel Foucault. Cette écrivaine était juive, et son ouvrage est lié au génocide de juifs qui s'est produit lors de la Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration. Dans son ouvrage, elle étend la notion de totalitarisme à la société entière. Selon elle, la dictature ne s'exerce pas tant au niveau de la sphère du politique que de l'intime et du privé. Judith Butler est l'une des principales théoriciennes du genre. Elle est vraiment une digne héritière de Foucault.
Dans son ouvrage, elle analyse les rapports de pouvoir qu'exerce l'institution médicale et l'État sur les corps et sur la sexualité. En fait, elle a bien montré qu'établir des catégories sexuelles et contraindre les individus à s'y plier était un moyen d'incarcération comme un autre. Malgré le caractère pornographique extrême de ses romans, il s'agit en fait de réelles dissertations philosophiques pointant du doigt l'hypocrisie sociale et le pouvoir clérical. Ses idées athées et l'extrême violence de ses écrits ont fait scandale à l'époque et lui ont même valu la prison. On a souvent cru que c'était un psychopathe et qu'il avait commis des crimes abominables. Mais beaucoup soutiennent au contraire que c'était un vrai philosophe. Une lecture qui a été marquante pour moi quand j'étais ado. Pour moi, c'est la première écrivaine qui a osé dire des choses que les femmes n'osaient pas dire avant. Elle aborde des sujets tabous, notamment en matière de sexualité. D'elle, j'ai lu le roman Baise-moi et l'essai féministe King Kong Theory. Tous les deux sont des récits basés sur des expériences authentiques, à savoir le viol collectif qu'elle a subi à l'âge de 17 ans et son ancien métier de prostituée. Comparée aux autres auteurs de ma liste, Virginie Despentes adopte un style d'écriture plutôt cru et familier, qui est assez accessible au plus grand nombre. J'ai aussi lu quelques ouvrages de Michel Onfray, mais je trouve que ce philosophe n'est pas très intéressant. Il ne fait que reprendre et vulgariser les concepts des autres philosophes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est plus facile de passer par Michel Onfray pour s'initier à la pensée des grands philosophes. Le problème, c'est que cet auteur est partial et choisit uniquement les idées des philosophes qui sont en accord avec sa pensée à lui. Donc en fin de compte, je te déconseille de lire Michel Onfray si tu le fais uniquement avec cet objectif de t'initier aux grands philosophes. Alors je sais bien que tous les bouquins dont je t'ai parlé, cela reste de la théorie, mais je trouve que certaines analyses restent encore pertinentes de nos jours. En définitive, je crois qu'aucun philosophe ne détient la vérité absolue sur le monde, mais seulement une parcelle de la vérité. C'est pour cette raison que pour ma part, je me sens pas plus proche des anarcho-communistes que des anarcho-capitalistes. Disons que les idées des uns et des autres sont tout à fait défendables. En fait, je me suis plutôt personnellement reconnue dans la pensée individualiste. J'espère que cette vidéo t'a appris des choses. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu afin de soutenir ma chaîne, ainsi qu'à t'abonner. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.